vise à s'éloigner de la forme de gouvernement super-présidentiel et renforcer le pouvoir du Parlement et des maslikat. Que signifie le nouveau Kazakhstan? Ce n'est pas seulement une mise en jour des appareils d'État, comme certains experts le présentent de manière simplifiée. C'est avant tout un redémarrage des valeurs sociales. C'est également la poursuite des réformes progressives et systémiques, la dimension humanitaire de l'État et le pari sur le capital humain, comme déclare par exemple le secrétaire d'État Erlan Karin. Ainsi, 56 amendements à 33 articles ont été ajoutés à la Constitution du Kazakhstan. Ces amendements visent à consolider la transition finale d'une forme vers une république présidentielle. Catherine déjà aussi noté ça. L'un des principes d'amendement est la suppression dans la Constitution des articles consacrés au premier président de la République, Nursultan Nazarbayev. Il perd la plupart de ses privilèges personnels et son statut yelbassé, ou c'est-à-dire leader de la nation. Des amendements suggèrent également que le président de la République ne peut pas être le plus de 2 fois consécutif. Pendant toute la durée de son mandat, il doit démissionner son parti politique. Et aussi, très populaire, c'est que les proches parents du président ne sont pas autorisés à occuper des postes dans les fonctions publiques. Le président est privé d'un certain nombre de pouvoirs. Il ne peut pas plus annuler les décisions des hakims. Il ne peut plus nommer plus que 10 des sénateurs. Et il seulement recommander les candidatures pour la poste des hakims. Puis, le président Nazarbayev a chargé de reconstruire le cours constitutionnel. Selon les amendements, le cours constitutionnel sera composé de 11 juges. Le groupe de députés de Majlis sera formé selon un modèle mixte de système électoral, majoritaire proportionnel. Le Sénat ne fait plus le loi. Le terre et son sous-sol appartiennent au peuple. Le commissaire aux droits de l'homme de la République du Kazakhstan rétablit les droits et libertés de l'homme et du citoyen violés et contribue à la promotion de ces droits, c'est-à-dire le poste d'ombudsman. Le président Tokayev a également exprimé sa conviction que les amendements modifiant le paradigme des relations entre l'État et la société et que le droit de l'homme était placé au premier plan. C'est pourquoi nous voyons que la transition au sein du pouvoir peut être couronnée de succès. Le Kazakhstan est engagé dans une voie évolutive, les réformes progressives pour le succès du développement du Kazakhstan. Le Kazakhstan n'a pas d'autres moyens. Et encore ici, je peux ajouter que, bien sûr, la plupart des citoyens, peut-être, n'ont pas compris tous les détails juridiques de ces réformes constitutionnelles, mais quand ils votaient le référendum, ils votaient pour la démocratisation, ils votaient pour montrer son confiance à la présidente. Parce que pendant le jour tragique de janvier, le président Nazarbayev montre qu'il est avec la nation. La situation, les réformes du Kazakhstan ont un contexte international et géopolitique, car les réformes internes du Kazakhstan contribuent à renforcer la coopération régionale en Asie centrale. La situation géopolitique actuelle exige une réponse aux nouveaux risques et menaces. Et le président Tokayev utilise activement les possibilités de la diplomatie multilatérale pour élaborer une nouvelle approche pour relever ces défis. Considérons brièvement certains risques régionaux qui, à leur tour, sont étroitement liés aux risques nationaux. L'analyse montre que la dimension régionale de la sécurité de l'Asie centrale a acquis une nouvelle caractéristique qui démontre à la fois la présence des menaces les plus dangereuses et on peut supposer que certains risques et menaces seront mis en jour, d'autres peuvent être transformés et changer les priorités.
Parmi les diverses menaces et défis de l'Asie centrale, il convient de souligner en particulier les problèmes liés à l'eau et l'énergie. L'affrontement armé en Afghanistan est un obstacle majeur du développement de la coopération économique régionale et la réalisation du riche potentiel de transit de l'Asie centrale. Parmi les principales menaces et défis qui sont posés après le changement du pouvoir en Afghanistan, les experts notent une augmentation spectaculaire du nombre de réfugiés, de demandeurs d'asile, des tentatives d'exportation du fondamentalisme islamique des pays de l'Afghanistan vers les pays voisins. La normalisation de la situation en Afghanistan est dans l'intérêt des pays de l'Asie centrale et il est donc devenu évident que la coopération internationale doit être reformulée pour stabiliser l'Afghanistan et assurer la sécurité nationale. Le problème de la drogue en Afghanistan reste un facteur de la déstabilisation assez important et la situation dans les régions est largement déterminée par l'influence de l'Afghanistan. Après les événements de janvier au Kazakhstan, les menaces du terrorisme et l'extrémisme religieux revêtent une importance particulière. L'analyse des causes de la radicalisation chez des jeunes dans l'Asie centrale montre qu'il existe un certain nombre de facteurs internes et externes à cette radicalisation. Un facteur interne sont les situations bien sûr socio-économiques défavorables, le déséquilibre de la sécurité sociale qui menace de renforcer les éléments radicaux. En Asie centrale, les facteurs socio-économiques sont étroitement liés à la religion. Le retour à la religion, y compris à ces courants extrémistes, est une sorte de protestation contre le chômage, la marginalisation. L'un des facteurs importants est la tendance croissante à politiser l'islam. Le facteur politique peut également expliquer la radicalisation des gens par impossibilité de répondre aux besoins fondamentaux comme l'éducation, l'emploi. La tendance de la dernière décennie est l'interaction croissante des groupes criminels organisés avec les organisations radicales islamistes. Et ici, vous pouvez voir le facteur externe, inclut les organisations terroristes internationales, leur financement solide. Ainsi, les causes principales de la menace de l'extrémisme religieux sont résultats de facteurs diversifiés, économiques, politiques, religieux, psychologiques, sociologiques, c'est-à-dire la cause de la radicalisation des jeunes de l'Asie centrale sont complexes. Malgré les mesures prises par l'autorité des États de l'Asie centrale pour lutter contre l'extrémisme radical, elles ne sont pas assez efficaces. Cela explique par le fait que les mesures préventives font moins l'objet de l'attention particulière. Voilà. Excusez-moi. Voilà. Défi pour le cyberespace de l'Asie centrale. La crise de janvier au Kazakhstan a démontré encore une fois l'importance des problèmes d'information et de cybersécurité. Les coupures d'Internet dans tous les pays, causées à la nature dans précédents événements, exigent de nouvelles approches pour la réglementation des cyberespaces et des espaces médiatiques. Ces faits démontrent la nécessité de revoir d'approches restrictives de la gestion de la dimension numérique de la sécurité nationale. Par exemple, au début des événements de janvier, l'intervalle entre la coupure d'Internet et la restauration partielle avec l'accès des ressources gouvernementales a pris quelques jours. À un moment aussi critique, le premier jour de manifestation, la possibilité d'avertir la population de la participation des terroristes à ces actions a ainsi été réduite.
Un espace particulier de la politique d'information en temps de crise est le manque de la préparation du pouvoir public à mener des campagnes d'information d'intention d'un public international. Pendant ces journées de l'état d'urgence, le compte Twitter du chef de l'État est devenu presque principal et seule source d'information sur la situation au Kazakhstan pour la communauté internationale. On peut comprendre que pour lutter contre le terrorisme international, l'extrémisme religieux, trafic de drogue, trafic illégal des armes, des migrations illégales, ainsi que les activités bilatérales, il faut mettre l'accent sur la politique de la création d'un système régional de la sécurité. Les risques régionaux extérieurs sont avant tout un facteur géopolitique dû à la situation de la région. Par exemple, toute déstabilisation de l'environnement financier et économique en Russie ou en Chine pose des risques pour la plupart de l'économie de l'Asie centrale. Cela est un risque accru depuis quelques mois. Kazakhstan est partisan de la mise en œuvre cohérente et d'amélioration des principes des structures multilatérales. Il participe activement à tous les processus du système de sécurité et de désarmement à tous les niveaux, en cadre de l'ONU, de l'OSCE, de SICA, Organisation de coopération de Shanghai, de l'OSCE, du partenariat avec l'Union européenne et avec l'OTAN. L'implication de l'OSCE lors des événements déjà vus au Kazakhstan a une grande surprise et a suscité la perplexité de certains observateurs. Depuis son indépendance, Kazakhstan a soigneusement et scrupuleusement construit sa politique étrangère multivectorielle et acquis une certaine réputation en tant qu'acteur compétent capable de maintenir un équilibre entre les différents centres de pouvoir. Et donc, l'entrée des troupes de l'OSCE a fait douter la communauté internationale de la validité de ce cours multivectoriel. Et ici, je fais noter, comme dit notre président, que la stabilisation de la situation au Kazakhstan est faite non pas par les troupes de l'OSCE, mais avec l'aide de l'OSCE. La presse note également souvent la prudence du Kazakhstan qui doit faire face à la situation géopolitique difficile et aux attaques de la Russie contre les systèmes d'information. Les récentes causes principales, les attaques informationnelles et la position du Kazakhstan concernant la guerre en Ukraine. Le Kazakhstan est un pays suffisamment fort pour maintenir sa politique déséquilibrée. En réponse à la question de l'avenir de la politique étrangère multivectorielle, il ne faut pas oublier que ce principe n'est pas une construction figée, mais il est évolué. De nouvelles réalités géopolitiques témoignent de l'élargissement des possibilités et en même temps de la complexité de l'espace politique autour des frontières du Kazakhstan. Et dans la situation actuelle, le Kazakhstan doit mener sa politique étrangère prudente et équilibrée, à chaque étape de laquelle l'ensemble de la communauté internationale s'observa. En conclusion, comme a noté le président Tokayev, les modifications et les ajouts de la Constitution visent à reformuler globalement l'architecture politique du pays, à construire un système plus équilibré de contrôle et de contrepoids entre les branches du pouvoir. La politique étrangère du Kazakhstan, clairement structurée et raisonnée sur le plan conceptuel, doit faire dans la pratique l'objet d'ajustements constants. Cela est dû à la complexité des réalités mondiales, aux turbulences constantes et à la transformation des relations internationales modernes. Les analyses des atouts de la politique étrangère du Kazakhstan permettent d'affirmer que malgré le maintien des principes fondamentaux et des orientations à la politique étrangère, de nouvelles approches se dessinent, ce qui constitue un potentiel important pour la promotion et le développement international durable du pays. Je vous remercie de votre attention et je suis prêt à répondre à vos questions. Merci beaucoup, Madame Baïsakova.
Merci de nous avoir éclairé sur les nouvelles étapes donc, du développement du Kazakhstan, ainsi que sur les différents freins à son développement et ainsi que différents risques sécuritaires que connaît le pays. Donc, nous allons maintenant revenir sur un point en particulier, donc, qui est la révolte de janvier, ainsi que toutes les révoltes qu'a connues le pays en fait, dans son histoire récente, grâce à Madame Ohayon qui est présente à côté de moi, donc qui va nous parler désormais des événements de janvier en développant sur les métamorphoses de la contestation politique dans l'histoire récente kazakhstanaise. Voilà, bonsoir à tous. Merci beaucoup de cette invitation à nouveau. Je vais donc essayer en fait de remettre en perspective l'histoire de ces révoltes, alors plutôt de la contestation populaire plutôt que politique, dans l'histoire récente du Kazakhstan, c'est-à-dire essentiellement dans la deuxième partie du XXe siècle. Je vais quand même commencer par aller un peu plus loin dans l'histoire pour bien vous donner le cadre de réflexion qui est le mien, qui est un cadre très historien, mais qui néanmoins, je pense, apporte des éclairages et apporte des éléments d'analyse sur la longue durée de la culture ou des pratiques contestataires de la population kazakh depuis la colonisation russe jusqu'à nos jours. Donc, dans un premier temps, je voudrais vous montrer très rapidement que réinscrire les événements de janvier 2022 dans une histoire plus large comporte des enjeux qui sont intéressants à la fois pour l'historien et pour celui qui veut comprendre les événements actuels. Alors, pour l'historien, il s'agit de rompre avec une idée très répandue, surtout pendant la période soviétique, mais même encore un petit peu aujourd'hui dans l'historiographie, d'une société dénuée de culture contestataire, notamment depuis qu'à l'époque soviétique, sous Staline, a été fixée l'idée, donc un récit historique promouvant l'idée que les Kazakhs s'étaient rattachés volontairement à l'Empire russe. Toujours à la période soviétique, il a longtemps pesé un tabou assez lourd sur les révoltes, en général dans l'histoire du Kazakhstan. En premier lieu, qui s'est manifesté par l'occultation dans l'historiographie soviétique des révoltes coloniales, à partir de Staline en particulier. Ça s'est manifesté aussi par la répression de certains historiens kazakhs qui contestaient ce récit officiel. Je pense par exemple à l'historien Bekmakhanov, historien des années 50, auteur de la première monographie retraçant la lutte anticoloniale menée par le Khan Kenessari Kassimov, qui est aujourd'hui devenu une figure emblématique justement de la résistance des Kazakhs à la colonisation russe. Donc Bekmakhanov, en l'occurrence, a écopé de 25 ans de goulag auquel il a réchappé après la mort de Staline en 1954. En second lieu, toujours sur la période soviétique, vous le savez peut-être, plusieurs centaines d'émeutes ont eu lieu entre 1929 et 1931 sur tout le territoire du Kazakhstan soviétique, qui ont été consécutives à la politique de confiscation massive du bétail des éleveurs nomades kazakhs par la politique stalinienne, dans le but de servir le programme de collectivisation et d'industrialisation de Staline. Cette politique a, vous le savez, provoqué des vagues d'émigration massive des Kazakhs en dehors du territoire de la République du Kazakhstan soviétique de l'époque, et surtout, en premier lieu, bien sûr, le décès de plus d'un tiers de la population suite à la famine provoquée par cette politique. Et longtemps, jusqu'à l'ouverture des archives, ces révoltes ont été cachées et très très peu publicisées. Elles ont d'ailleurs été les premières à avoir été explorées et documentées après la chute de l'URSS et l'ouverture des archives. Mais finalement, plus généralement, plus globalement, on sait assez peu de choses sur les mouvements de contestation, relativement peu nombreux dans le second XXe siècle, dans l'après-stalinisme, jusqu'à la chute de l'URSS, alors qu'ils ont existé entre la mort de Staline et la chute de l'URSS. Cette censure, ce tabou ont été néanmoins progressivement levés, mais il reste de nombreux cas d'études largement sous-explorés. Un autre enjeu que je voudrais souligner après cette présentation très schématique et rapide de l'historiographie,
c'est pour l'historien et pour, je pense, toute personne curieuse d'analyser le rôle des conflits sociaux dans l'histoire longue d'une société, c'est justement de comprendre comment ces mouvements impactent les transformations politiques. Et puis, l'enjeu aussi est de mettre en évidence justement l'existence d'une éventuelle culture de la résistance, l'existence de certaines continuités, mais aussi de certaines ruptures. Et donc, pour nous, historiens, il s'agit de situer ces pratiques dans le temps, dans l'espace, dans le spectre social et dans le spectre politique. Enfin, pour schématiser, on peut dire qu'à travers donc, cette longue période que je viens d'évoquer, c'est-à-dire le début de la colonisation russe et aujourd'hui, on peut dire que les grands épisodes de contestation, de protestation, appartiennent à deux catégories en termes de mode opératoire. Une première catégorie qui est la révolte armée. J'entends par là une révolte qui dure plusieurs mois ou plusieurs années. C'est une première catégorie qui caractérise par exemple les révoltes de la période coloniale, en particulier la longue révolte de Kenessari-Kassimov qui dure quasiment 10 ans, entre 1837 et 1847, mais aussi les guérillas armées qui ont eu lieu dans les années 20, en particulier dans l'ouest du Kazakhstan, mais surtout dans les années 30, au moment donc, de cette période tragique de la famine et de la collectivisation. Donc ça c'est une première catégorie. La seconde serait donc incarnée par des mouvements sociaux matérialisés par des manifestations de rue ou des grèves, donc qui caractérisent à cette fois plutôt la deuxième partie du XXe siècle et le début du XXIe siècle. Et c'est ce qui va principalement nous intéresser aujourd'hui. Alors, donc c'était une première introduction. Maintenant, je voudrais insister sur deux formes de continuité entre janvier 1922 et d'autres épisodes de contestation, deux formes de continuité qui m'ont frappée, en tout cas personnellement, dès l'abord quand nous avons été face à ces manifestations au début de l'année. Des continuités géographiques en particulier, puisque c'est à la fois la région de l'Ouest, qui a été la région où s'est déclenché le mouvement, et la région d'Almaty, qui ont été donc principalement les principaux sites de la contestation. Donc la première continuité, c'est l'implication des villes de l'ouest du Kazakhstan, qui renvoie au passé à la fois belliqueux et contestataire de cette région depuis la conquête russe, mais aussi et surtout peut-être depuis l'installation du pouvoir soviétique dans les années 20. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, une première guérilla avait eu lieu. Donc, dans les années 20, dans les années 30 et enfin dans les mouvements sociaux des années 1990, 2000 et 2010, donc dans cette même région de l'ouest du Kazakhstan. Donc, quand on parle de l'ouest, alors on parle évidemment des agglomérations d'Aktau, d'Aterau, mais plus généralement de la péninsule désertique du Mangistau, qui a donc été le théâtre de rébellions très virulentes contre les pouvoirs depuis la colonisation russe et qui ont impliqué plusieurs tribus de la horde cadette, Kichizuz, et en particulier de la tribu des Adai, qui se sont régulièrement soulevés contre les Khans, qui avaient prêté allégeance à la Russie, contre les administrations coloniales, contre les médiateurs du pouvoir colonial, puis les médiateurs du pouvoir soviétique, qu'ils fussent kazakhs ou non. Ces tribus ont notamment mené une guérilla tenace contre la collectivisation et la sédentarisation durant les années 30. Et puis, à la fin de la période soviétique, au début, et puis récemment, récemment, il y a 10 ans, dans le Kazakhstan indépendant, la ville de Janaozen en particulier a été le site, le lieu d'un certain nombre de mouvements sociaux, parfois très violents. Donc, je pense bien sûr aux événements de décembre 2011, à la grève des ouvriers du pétrole qui s'est soldée par un massacre qui a fait officiellement une vingtaine de victimes et qui était fondé sur les revendications d'amélioration des conditions salariales, qui a laissé des marques profondes. Elle a été menée notamment par les Adai, qui ont ethnonyme qui a eu tendance à regrouper en réalité plusieurs groupes, mais elle était surtout structurée en fait par une culture syndicale très forte
elle-même forgée lors des mouvements sociaux de la fin des années 80, 1989, en 1993 et en 2009, dans un contexte qui a toujours été celui d'une activité extractive qui a progressé, en fait, qui n'a fait que progresser depuis les années 80 jusqu'à aujourd'hui, et qui, pour les dernières années, pour les dernières décennies, a été opérée par des joint ventures, et en l'occurrence par des entreprises kazakho-chinoises. Donc, l'environnement économique et social est un environnement particulièrement difficile dans le sens où, dès la fin des années 80, cette activité industrielle attire une population rurale qui a de plus en plus de difficultés à vivre de l'élevage, mais à laquelle on propose des salaires trop faibles, trop modestes, notamment compte tenu des conditions de vie et du niveau de vie, du coût de la vie très élevé dans cette région. Une cherté qui est liée à l'isolement géographique, notamment de l'ouest du Kazakhstan. Donc, ces travailleurs côtoient des employés et des salariés internationaux dont le niveau de vie et de rémunération est très supérieur au leur, et ils sont par ailleurs soudés par un mouvement syndical structuré qui puise à la fois dans un registre de revendications économiques, je dirais, classiques, socio-économiques classiques, mais qui relève aussi du nationalisme économique. C'était le cas durant les violences interethniques de 1989 à Novoouzen, le nom russe de Janaouzen à l'époque, des violences interethniques qui ont eu lieu contre des travailleurs caucasiens implantés localement. C'était le cas en 2011, puis en 2019, et régulièrement à chaque fois contre les Chinois notamment. Et comme vous le savez, c'est de Janaouzen, à l'ouest du Kazakhstan, qu'a démarré le 2 janvier 2022 les manifestations qui ont embrasé le Kazakhstan. Donc, une autre continuité très frappante, c'est les événements de décembre 1986, Jeltoksam, décembre en kazakh, qui sont donc de grandes révoltes étudiantes qui ont eu lieu à Almaty et qui se sont soldées là aussi par plusieurs dizaines de morts, des blessés, mais qui, ce qui est intéressant à mon avis, ont accompagné un changement de mandature, puisqu'elles ont été déclenchées par la démission forcée du premier secrétaire du Parti communiste kazakh, Dilmuhamed Kunaev, donc en poste depuis 1960, au profit de Gennady Kolbin, un Russe parachuté par Gorbatchev et rapidement évincé et remplacé par Nursultan Nazarbayev en 1989. Et donc, il me semble particulièrement intéressant de mettre ces émeutes de décembre 86 en perspective avec celles de janvier 22, au sens où elles sanctionnent le rejet, le rejet ou en tout cas le départ de la personne en poste, donc de Kounaïev d'un côté, de Nazarbayev de l'autre, et en l'occurrence pour janvier 22, ont confirmé in fine l'autorité de Tokayev. Catherine Pujol l'a souligné dans son intervention. Et donc, on a affaire en fait à deux crises de succession. C'est le premier point commun. Donc, le deuxième point commun, comme vous l'avez remarqué, c'est qu'elle a particulièrement affecté la première ville du pays, à l'époque Almaty, même si d'autres manifestations en décembre 86 ont eu lieu dans d'autres villes du Kazakhstan soviétique. Je vous rappelle très rapidement les événements pour ceux qui ne sont pas familiers. Donc, en 1986, Kounaïev est vieillissant. Il est en poste depuis 1960. Plusieurs mémoires, et notamment les mémoires de Nazarbayev lui-même, attestent d'une lutte intense pour son poste au sein du Parti communiste du Kazakhstan. Et à l'automne 1986, deux personnalités sont en concurrence pour sa succession. Zakash Kamalidinov, qui est chef du KGB du Kazakhstan soviétique, et Nazarbayev, qui est alors Premier ministre ou président du Conseil des ministres. Et ces deux-là se rendent périodiquement à Moscou pour faire pression en faveur de leur nomination. Et l'opinion de Kounaïev sur Kamalidinov n'est pas claire, mais en revanche, il est assez clair qu'il ne soutient pas Nazarbayev, puisque ce dernier s'est montré critique sur la politique économique de Kounaïev et sur la situation de déclin de l'économie kazakh au début des années 80. Donc on est dans un contexte de lutte interne. Face à ces luttes, Gorbatchev a choisi de nommer un outsider plutôt que de laisser un Kounaïev affaibli en place ou de choisir une personnalité kazakh.
Et donc, il s'agit pour lui à la fois de renforcer le contrôle sur la République en nommant un premier secrétaire équidistant des principaux groupes d'influence, mais aussi de poursuivre la reprise en main des républiques qui avait été initiée par Andropov contre le clientélisme, comme précédemment en Ouzbékistan avec l'édiction de Sharaf Rashidov, le premier secrétaire du Parti communiste de l'Ouzbékistan, à la suite du scandale du coton. Toujours est-il que la nomination d'un Russe a révélé un décalage, notamment dans la population du Kazakhstan, entre l'esprit de la perestroïka, la promotion des libertés économiques et des libertés publiques, et puis son application de facto dans les républiques nationales du RSS, et en l'occurrence au Kazakhstan. D'autant plus que Kolbin, Gennady Kolbin, était vraiment un personnage de seconde zone, un secrétaire du Parti communiste régional qui avait 3 ans d'expérience à Ulyanovsk et qui avait très peu d'envergure, ce qui a été vraiment vécu comme une humiliation par les Kazakhs, par la jeunesse kazakh, comparé à donc, un personnage comme Kounaïev qui avait 30 ans d'expérience politique, lesquels ont été sanctionnés par l'amélioration très notable des conditions de vie et du niveau économique du Kazakhstan, sans parler de la promotion des Kazakhs dans différentes sphères de la hiérarchie sociale, économique, politique, via l'éducation. Donc, je ne vais pas revenir sur les manifestations en tant que telles, elles ont été extrêmement violentes, elles ont rassemblé des milliers d'étudiants très très vite après le parachutage de Kolbin le 16 décembre 1986. Kounaïev n'est pas intervenu, Kolbin non plus. Nazarbayev a tenté, dans une intervention publique au milieu des manifestants, de demander à chacun de rentrer chez soi et de se calmer, mais la foule a été plus forte, n'a pas écouté ses paroles, l'atmosphère s'est échauffée et la répression a été sanglante les jours suivants, tandis que des foules se rassemblaient en même temps dans d'autres agglomérations du pays, à Karaganda, Kokshetau, Chimkent, Jenskazgan, Teldekurgan, Pavlodar, Usk-Kamenogorsk, etc., rassemblant environ 2000 personnes donc ailleurs qu'Almaty et donnant lieu à plus de 280 arrestations. Donc la répression a été sévère et il est ressorti de cet épisode une retraite progressive des opposants, je veux dire, enfin, des prétendants à la succession au sein du Parti communiste du Kazakhstan, alors que Nazarbayev, lui, a survécu non seulement à Kolbin au plan politique, mais l'a remplacé en 1989. Voilà, alors même que il s'est trouvé donc être le favori incontesté à la suite donc, des échecs de Kolbin. Alors maintenant, dans un troisième temps, si j'ai encore un petit peu de temps, je voudrais revenir encore un petit peu plus loin pour mettre là, cette fois en perspective, donc Желтоксан 86, janvier 2022, avec Temirtaou 1959. Temirtaou, vous le savez peut-être, est une ville industrielle proche de Karaganda, caractérisée par donc son site d'extraction charbonnier et son activité métallurgique. En 1959, elle est l'objet de la construction accélérée d'une des plus grandes usines métallurgiques du Kazakhstan, Magnitk. Et à ce moment-là, des milliers d'ouvriers issus du Kazakhstan, mais aussi venus d'autres républiques soviétiques, y travaillent et représentent environ un quart, représentent une large partie de la population. Ce projet est très important parce qu'il représentait effectivement financièrement environ un quart des investissements industriels au Kazakhstan de l'époque. Et parmi ces travailleurs se trouvait d'ailleurs le jeune Nursultan Nazarbayev, qui a commencé sa carrière à ce moment-là. Et donc, c'est comme dans de nombreux endroits à l'époque en URSS, Temirtaou manque d'infrastructures de base pour accueillir les travailleurs nouvellement arrivés. Et la plupart d'entre eux vivent dans des conditions d'extrême précarité, dans des baraquements en bois, souffrent de pénurie de nourriture, d'eau potable, si bien que le 2 août 1959, la population des travailleurs commence à protester. La révolte est déclenchée par un manque d'eau potable dans les sites de vie, dans les bases vie des travailleurs. Et les travailleurs prennent d'assaut une cantine. Bon, je ne reviens pas dans les détails parce qu'on n'a pas le temps. Toujours est-il que l'émeute dure plusieurs jours, quasiment une semaine selon certaines sources.
une dizaine ou peut-être plusieurs dizaines de civils sont tués, 27 sont blessés. On mobilise les forces spéciales pour mater la révolte. Et à ce moment-là, le premier secrétaire du Parti communiste du Kazakhstan est un Russe, Nikolai Beliaev, et il est en quelque sorte tenu responsable de ces émeutes, d'autant plus qu'elles sont publicisées et connues à l'étranger, et elles vont être reprochées à Khrouchtchev lors de sa visite aux États-Unis en 1959. Et dans ce contexte-là, à l'intérieur du Parti communiste kazakh, Moscou donc demande en fait des comptes et demande à ce que soient identifiées des responsabilités. Un certain nombre de fonctionnaires sont renvoyés. Nikolai Beliaev lui-même est rétrogradé et il est contraint de prendre sa retraite. Et il ouvre en fait la voie à la promotion de Kounaïev, qui est lui à ce moment-là président du Soviet des ministres du Kazakhstan et qui est donc kazakh, alors même que depuis la naissance de la République soviétique du Kazakhstan, il n'avait jamais eu que 2 Kazakhs à la tête du pouvoir sur 15 secrétaires du Parti communiste. Donc Kounaïev fait son entrée en fait dans le pouvoir en critiquant la politique de Beliaev, alors qu'il est lui-même tout à fait responsable aussi, hein, puisqu'il est au pouvoir quand même à ce moment-là, mais il se saisit en fait de cette opportunité pour faire une critique de type national en fait, contre la gouvernance de Beliaev et la gouvernance russe du Kazakhstan sur le mode voilà, il n'est pas un Kazakh, il n'est pas au fait du fonctionnement de la société, de la compréhension des problèmes locaux, etc. Alors, pour conclure, parce que j'ai plus trop beaucoup de temps, quand on regarde ces 3 événements, Temirtaou 1959, Желтоқсан 1986 et janvier 2022, donc on a affaire là à des manifestations sous forme de grève ou de contestation de rue qui sont de nature économique, mais aussi qui sont liées à des revendications nationales. C'est bien évident dans le cas de Желтоқсан, où là on a véritablement une revendication de souveraineté et de reconnaissance de la primauté des Kazakhs et des locaux. On a aussi les deux ensemble, hein, notamment dans Janaozen. Mais dans les 3 cas, ces épisodes de protestation vraiment particulièrement violents, fortement réprimés, posent la question du rôle des mouvements sociaux et des contestations populaires dans les changements de pouvoir et dans les crises de succession dans le Kazakhstan moderne. Donc on a Beliaev, Kounaïev, Kolbin, Nazarbayev, donc je dirais Kounaïev, Nazarbayev en passant par Kolbin, et puis Nazarbayev, Tokayev. Et donc, ce que je voudrais là souligner, c'est que il est possible, dans des contextes autoritaires, en absence de forme de compétition démocratique ouverte, de contester le pouvoir selon des modalités qui ne sont pas directes et qui ne sont pas dirigées explicitement vers le renversement du pouvoir en place. Et en fait, ce qu'on voit, de mon point de vue, c'est que ces révoltes produisent des conséquences contextuelles qui obligent les pouvoirs et les dirigeants à reconsidérer non seulement leurs alliances, leur position vis-à-vis de la société, et qui les poussent aussi à se saisir, ou qui les poussent opportunément à se saisir de ces moments d'instabilité pour renforcer leur position, pour évincer leurs concurrents, etc. Et du coup, je pense qu'on peut considérer ces moments comme des manifestations aussi de la capacité des sociétés à influencer leur propre devenir politique. Et ces 3 épisodes doivent, à mon avis, nous inciter à remettre en cause l'idée d'une passivité des sociétés soviétiques et post-soviétiques en contexte autoritaire, même si la contestation ne vise pas forcément directement à renverser un pouvoir, mais en fait, elle déclenche des mécanismes internes aux luttes politiques qui font d'elles en fait des agents véritablement actifs du changement de pouvoir. Merci. Madame Oyon, merci beaucoup.
Donc, merci de nous avoir éclairé donc, sur ces points relativement méconnus que sont les nombreux épisodes de contestation au Kazakhstan. Donc, rapidement, je vais du coup laisser la parole à Michael Levistone, qui va nous apporter son analyse sur l'évolution de la politique étrangère kazakhstanaise depuis la crise de janvier et à l'aune de la guerre en Ukraine. Donc, Monsieur Levistone, c'est à vous. Je vous laisse la parole. Merci, je suis content de voir que la galanterie a été respectée puisque je passe en dernier après toutes ces dames, ces éminentes spécialistes de l'Asie centrale, et je suis très honoré de pouvoir finalement clôturer cette session d'exposé. Alors, moi, je vais me contenter de prendre la crise de janvier 2022 comme point de départ pour mon exposé. Je ne vais pas revenir sur les événements en tant que tels, ça a été dit et très bien dit par mes illustres collègues. Moi, mon propos, effectivement, vous l'avez dit, ça va être de montrer en quoi la politique étrangère du Kazakhstan a évolué depuis ces tragiques événements de janvier 2022. Premier constat, c'est que la relation bilatérale russo-kazakhstanaise est mauvaise, est très mauvaise, depuis, à mon sens, au moins 2014 et l'annexion de la Crimée et de Sébastopol par la Fédération de Russie. Le Kazakhstan n'a pas reconnu ces 84 et 85e sujets de la Fédération de Russie, ce qui a donné lieu à l'apparition, au développement d'un discours nationaliste, ethno-nationaliste même, extrêmement virulent en Russie vis-à-vis du Kazakhstan. Le Kazakhstan a été décrit comme un pays qui n'a jamais existé en tant que tel, où la culture étatique n'existait pas à la présidence de Nursultan Nazarbayev. Le nord du Kazakhstan est russe, le sud du Kazakhstan existe, mais enfin, c'est par la Russie qui lui a fait des concessions, des cadeaux territoriaux à l'implosion de l'URSS. Enfin voilà, c'était en vrac le discours qu'on a vu se développer en Russie ces dernières années, dans la sphère politique et dans la sphère médiatique. Et c'est dans ce contexte-là qu'est survenue cette crise du janvier sanglant, en janvier 2022, donc, qui a été maîtrisée par les autorités kazakhstanaises grâce au déploiement de l'OTSC, et donc, très indirectement, mais enfin réellement, par la Russie. Le commandement des opérations était russe, l'essentiel des contingents était russe, les matériels étaient russes. Ne nous mentons pas. Et donc, on a pu se dire, à ce moment-là, que cette intervention de la Russie, cette préservation, ce maintien du régime de Nursultan par la Russie pourrait augurer d'un rapprochement entre la Russie et le Kazakhstan, que le Kazakhstan assouplirait ses positions, allant dans un sens plus pro-russe. Et en réalité, ce qu'on a vu assez rapidement, c'est que le Kazakhstan n'a pas du tout infléchi sa politique étrangère dite multivectorielle, donc cette fameuse politique de multiplication des partenariats internationaux pour éviter de se retrouver affilié à une puissance, en l'occurrence la Russie, comme, si vous voulez, une sorte d'affidé captif. Donc, dès le 17 janvier, Mukhtar Tleouberdi, le ministre kazakhstanais des Affaires étrangères, s'est rendu à Bruxelles pour reprendre langue avec les Européens, qui avaient critiqué la gestion très sévère, très brutale des autorités kazakhstanaises de ces événements. Début février, Kassim-Jomart Tokayev, président de la République du Kazakhstan, se rend non pas à Moscou, mais à Pékin. Donc on a bien vu là qu'il y avait une volonté quand même de continuer de parler à beaucoup d'autres puissances que la Russie. Alors, pour autant, Tokayev s'est bien rendu à Moscou quelques jours après Pékin, je crois mi-février. Ce qui est ressorti de cette visite, en vérité, pas grand-chose. Il y a eu des accords qui ont été signés principalement dans le domaine de l'enseignement et de l'éducation, et finalement la Russie a rejoué là ce qu'elle avait fait avec l'Ouzbékistan au lendemain de l'arrivée au pouvoir de Shavkat Mirziyoyev, c'est-à-dire consolider, cimenter son soft power en Asie centrale. Mais dans l'ensemble, il n'y a pas eu moi, je n'ai pas vu en tout cas de gros contrats signés avec des sociétés kazakhstanaises, ce qui était pourtant le cas avec l'Ouzbékistan. Il y a quand même un texte que je trouve assez intéressant, c'était le mémorandum d'entente mutuelle signé par Rosatom, le géant russe du nucléaire, et le ministère kazakhstanais de l'énergie. Parce que ça laissait entrouverte la porte à l'implantation d'une centrale nucléaire au Kazakhstan. C'est un sujet très, très sensible au regard du passif historique de la Russie au Kazakhstan. Je rappelle qu'entre 1949 et 1989, l'URSS a procédé à, je crois, 400 ou 500 essais nucléaires autour du polygone de Semipalatinsk dans l'est du Kazakhstan, que ce soit des essais
souterrain ou atmosphérique, et donc on a l'est du Kazakhstan qui est durablement martyrisé par cette séquence. Donc ce n'est pas un sujet très simple pour les autorités kazakhstanaises, et pour autant, malgré ce passif, il y avait cet accord qui laissait quand même entendre que bon, si la Russie allait former des ingénieurs kazakhstanais spécialisés dans l'industrie nucléaire civile, pouvait s'attendre à ce qu'il y ait une centrale nucléaire qui fasse son apparition sur ce territoire-là. Et puis, la Russie a envahi l'Ukraine le 24 février 2022. Et alors là, au jour d'aujourd'hui, on peut en fait d'ores et déjà établir deux bilans relativement au Kazakhstan. D'une part, c'est la confirmation que la relation entre la Russie et le Kazakhstan n'est pas bonne. Je pense même, moi, à titre personnel, qu'elle n'a jamais été aussi dégradée et que c'est très inquiétant pour le Kazakhstan, sincèrement. D'autre part, et symétriquement finalement, c'est une volonté accrue du Kazakhstan de développer cette politique multivectorielle. Alors, peut-être d'un mot sur le premier constat, si vous voulez, cette détérioration de la relation russo-kazakhstanaise. On a vu, sous l'effet de la guerre en Ukraine, le Kazakhstan témoigner, afficher un désaveu d'un triple ordre vis-à-vis de la Russie. Sur un plan politique, le Kazakhstan a rapidement fait montre de son respect vis-à-vis de l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Tout récemment, le président de la République, Kassym-Jomart Tokayev, lors du Forum économique international de Saint-Pétersbourg, a rappelé qu'il n'avait pas vocation à reconnaître les républiques autoproclamées de Donetsk et de Lugansk. Sur un plan militaire, même si la Russie n'a jamais soumis formellement, officiellement, cette demande auprès des autorités kazakhstanaises, le Kazakhstan a ab initio exclu l'hypothèse d'envoyer des contingents en Ukraine soutenir l'effort de guerre russe, y compris dans le cadre de l'ETSC. On a quand même vu apparaître dans les médias russes cette petite musique disant que le Kazakhstan avait été sauvé par les Russes en janvier et que donc il devait se montrer solidaire vis-à-vis de la Russie en Ukraine. Non, le Kazakhstan a refusé, très, très fermement refusé. Et puis donc, des aveux politiques, des aveux militaires, des aveux économiques. Là, c'est assez patent. On a vu des personnalités de haut rang au Kazakhstan expliquer que le pays n'aiderait pas la Russie à contourner les sanctions économiques. Le président biélorusse, Alexandre Loukachenko, avait appelé les États membres de l'Union économique eurasiatique, dont le Kazakhstan, à travailler à l'élaboration d'un plan de contre-sanctions au niveau, c'est un plan collectif de réponse aux sanctions occidentales. Le Kazakhstan a refusé, a vertement refusé. Et donc, en fait, on voit que le Kazakhstan a pris des positions qui sont en rupture avec ses alliances, en fait, avec ce que commandent ses alliances militaires et économiques envers la Russie. Et donc, ces positions antagonistes, ces positions iconoclastes, ont occasionné une mesure de rétorsion qui est très forte de la part de la Russie, qui a été le blocage de l'oléoduc CPC, le Caspian Pipeline Consortium, au départ de Tengiz en mer Caspienne, pour ensuite atteindre Novorossiysk en mer Noire, et qui représente 80% des exportations pétrolières kazakhstanaises. Donc, le CPC a été bloqué pendant un mois entre avril et mai. Les vannes ont été rouvertes. Tokayev est venu à Saint-Pétersbourg et a dit ce qu'il a dit. 2 jours après, c'est à nouveau bloqué. Donc, au jour d'aujourd'hui, le CPC est bloqué. Et donc, fort de ce constat, le Kazakhstan cherche véritablement, et a intérêt, a besoin, objectivement, à multiplier ses relations avec les grandes puissances. Alors, selon moi, cette politique multivectorielle tous azimuts du Kazakhstan est tournée principalement vers 4 puissances, la Chine, la Turquie, les États-Unis et l'Union européenne. Alors, rapidement, pour chacune de ces puissances, s'agissant de l'agenda sino-kazakhstanais, il y a 3 points qui me semblent prédominants. Tout d'abord, l'Afghanistan. Il ne faut pas oublier qu'en Asie centrale, la situation, l'incertitude sécuritaire majeure, ce n'est pas l'Ukraine, c'est l'Afghanistan. Et à ce sujet, le Kazakhstan et la Chine ont une position tout à fait convergente, c'est-à-dire qu'ils sont partisans d'un dialogue avec les talibans, qu'ils avaient repris bien avant le 15 août 2021 et le retour au pouvoir des talibans à Kaboul, sans reconnaître le nouveau régime en vigueur à Kaboul. Alors, il y a une petite nuance, la Chine a quand même accrédité les diplomates talibans, des diplomates talibans sur son territoire, ce que le Kazakhstan n'a pas fait.
jusqu'à preuve rapportée du contraire. Je sais que la Russie, le Turkménistan, très proche des talibans, et même l'Iran ont accrédité des diplomates talibans, mais pas le Kazakhstan. Deuxième point de la relation bilatérale sino-kazakhstanaise, c'est le pétrole. Parce que le Kazakhstan va donc chercher à compenser le manque à gagner successifs de la Russie sur le CPC, et donc va chercher à accroître ses exportations pétrolières vers la Chine, qui est un partenaire important depuis l'activation en 2005 de l'oléoduc Kazakhstan-Chine au départ de la Caspienne. Mais enfin, ça ne va pas être très simple parce qu'ils ne pourront pas, si vous voulez, accroître leur capacité d'exportation dans les mêmes proportions que ce qu'ils avaient avec le CPC. Et puis en plus, ils ont fort à faire parce que les Russes ont considérablement accru leurs exportations pétrolières vers la Chine et à prix réduit. Donc là, vraiment, moi, je suis inquiet pour les finances kazakhstanaises à moyen terme. Et puis, il y a un troisième point qui me semble important de mentionner, c'est les corridors de transport. C'est-à-dire qu'on voit bien que depuis le début de cette guerre, la Chine est de plus en plus réticente à utiliser le territoire russe comme un espace de transit vers les marchés européens, et donc elle expédie son fret par voie ferroviaire de plus en plus vers le Kazakhstan. Ces dernières semaines, la Chine a mis en service 2 nouvelles routes de la soie à destination de la Finlande et de l'Allemagne. Et ces 2 routes de la soie, ces 2 nouvelles routes de la soie, ont toutes les 2 sillonné en longueur le Kazakhstan. Autre puissance, rapidement, la Turquie. Alors la Turquie est aussi intéressée par ces questions de transport. Bon, la Turquie, en fait, lorgne vers l'Asie centrale depuis la victoire de l'Azerbaïdjan dans le Haut-Karabakh en novembre 2020, voit véritablement l'Azerbaïdjan comme une rampe de lancement vers la Caspienne et vers l'Asie centrale. Les appétences, les velléités d'influence, d'hégémonie turque en Asie centrale se renforcent à la faveur de cette guerre en Ukraine. La Turquie ne peut plus maintenant commercer en mer Noire, donc elle voit de plus en plus cet espace caspien et centra-asiatique comme un espace de projection où elle a vocation à consolider son influence. Il y a eu par exemple un corridor de transport qui a été annoncé par le Kazakhstan, la Géorgie et l'Azerbaïdjan, corridor Est-Ouest, auquel la Turquie s'est jointe fin mars. Et vous avez eu il y a quelques jours le Kazakhstan qui a lancé depuis Pavlodar, dans le nord du pays, un convoi ferroviaire chargé de marchandises à destination de Payas, dans le sud de la Turquie. Donc un convoi qui a comme ça longé la Caspienne via le Turkménistan et l'Iran pour atteindre la Turquie. Donc on voit bien que dans l'esprit des dirigeants kazakhstanais, la Turquie a tout à fait vocation à servir d'espace de transit alternatif à la Russie et d'espace de transit très crédible. Il y a un autre élément, une grande évolution dans la stratégie d'influence turque en Asie centrale sous l'effet de cette guerre, c'est que jusqu'alors, jusqu'au 24 février, la Turquie, à de rares exceptions près, mais se gardait quand même de montrer les muscles, si vous me passez cette expression. Et en fait, depuis cette guerre, la Turquie ne se cache plus et mise ostensiblement sur le hard power. Dès le lendemain de l'invasion russe, la Turquie a conclu un plan de coopération militaire pour l'année 2022 avec le Kazakhstan. Et surtout, les 10 et 11 mai, dans le cadre d'une visite d'État de Kasım-Jomart Tokayev à Ankara, a été signé un traité de partenariat stratégique comprenant un accord prévoyant l'implantation d'une ligne de production de drones turcs, les Anka, au Kazakhstan. Et ça, c'est quand même une première, parce que jusqu'à présent, la Turquie n'avait pas délocalisé sa production de drones. Donc, ça montre bien quand même que la Turquie accorde une importance toute particulière au Kazakhstan et que dans ce projet de résurgence, de regain d'influence turque sur cet espace qui comprend l'Azerbaïdjan et les pays centra-asiatiques turciques, turcophones, le Kazakhstan est un pays absolument fondamental. Alors, Chine, Turquie, États-Unis, rapidement, les États-Unis voient le Kazakhstan comme un pays stratégique en Asie centrale parce que c'est donc un pays qui a une double importance économique aux yeux de la Chine, au regard des approvisionnements pétroliers et du transit de marchandises chinoises à destination de l'Union européenne. Et donc les Américains, qui sont ouvertement dans une logique d'endiguement de la puissance chinoise en Asie, ont vocation à densifier leur partenariat avec le Kazakhstan. Alors, il y a déjà des coopérations militaires, notamment dans l'antiterrorisme, à travers un programme d'entraînement qui s'appelle le Steppe Eagle. Depuis le début de la guerre, les Américains négocient avec les Kazakhstanais au sujet d'un programme de formation
d'officiers kazakhstanais, un programme quinquennal pour des opérations de maintien de la paix. Il y a quand même un point noir très fort qui est les sanctions, en fait, parce que les Kazakhstanais demandent depuis des semaines des garanties aux Américains sur les sanctions. Ils veulent ne pas être impactés par ricochet par les sanctions américaines qui sont très lourdes contre l'économie russe, économie à laquelle l'économie kazakhstanaise est fortement imbriquée, ne serait-ce que par l'Union économique eurasiatique. Et donc là, il y a quand même un point de blocage. Et moi, je sais pas, j'ai pas le sentiment que les Américains donnent véritablement de gages ou de réponses aux Kazakhstanais à ce sujet. Et enfin, s'agissant de l'Union européenne, il y a une volonté très claire des autorités kazakhstanaises de préserver leur coopération économique avec leur principal partenaire en affaires, 26 milliards d'euros d'échanges commerciaux réalisés en 2021 avec Bruxelles. Et donc, les Kazakhstanais montrent patte blanche, montrent aux Européens qu'ils se démarquent de la Russie. Deux petits exemples. Le Kazakhstan n'exporte plus son fret depuis les ports russes en mer Baltique, mais depuis des ports lettons. Et puis le Kazakhstan a rebrandé son pétrole en KEPCO maintenant pour le distinguer du pétrole russe et ne pas être frappé des sanctions de l'embargo américain ou européen à l'international. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure je ne suis pas énergéticien, mais une question que je vous livre comme ça, je ne sais pas dans quelle mesure cette annonce est pertinente parce que l'essentiel du pétrole kazakhstanais transite quand même par des oléoducs russes. Donc, dans quelle mesure est-ce que ce pétrole n'est pas mélangé avec le pétrole produit en Sibérie? C'est une question que je pose. En tout cas, ce qui est certain, c'est que le Kazakhstan, de manière très opportuniste, fait concurrence maintenant à la Russie dans le domaine de l'hydrogène, par exemple. On sait qu'avant le début de la guerre, il y avait des synergies naissantes entre investisseurs européens et milieux d'affaires russes autour de cette source d'énergie. Tout ça, évidemment, a été torpillé depuis le début de cette offensive russe en Ukraine. Et on voit que le Kazakhstan, maintenant, se montre, fait état de projets, d'ambitions en matière d'hydrogène vert, notamment dans l'Ouest, à Mangistau, à Tiraou. Le groupe Air Liquide a annoncé un plan d'investissement de près de 90 millions d'euros il y a de cela quelques semaines dans l'Ouest du Kazakhstan. Et je crois qu'hier ou avant-hier, l'association française Task Force Hydrogène a conclu avec Kazakh Invest un accord pour le développement de projets sur le marché kazakhstanais en matière d'hydrogène. Alors, s'il me reste 2-3 minutes, je voudrais vous proposer un petit panorama très rapide des relations kazakhstano-centrasiatiques. Voilà, ce n'est pas de l'analyse, c'est juste du fait, 2-3 petites choses qui m'ont semblé intéressantes dans l'actualité brûlante de l'Asie centrale. Très rapidement, Kazakhstan-Kirghizstan. On sait que pendant les émeutes de janvier, les Siloviki kazakhstanais ont pu se montrer un peu rude, doux euphémisme avec des citoyens kirghistanais accusés de collusion avec le terrorisme et de vouloir semer le bazar dans le sud du pays. Il y a eu des plaintes qui ont été déposées. La justice kazakhstanaise récemment a annoncé l'abandon de ces plaintes. Je ne sais pas dans quelle mesure ça va être bien perçu par le Kirghizistan, qui déjà avait mal vécu les déclarations de Kassim-Jomart Tokayev expliquant que 20 000 djihadistes en provenance d'autres pays, et notamment centra-asiatiques, déjà ces déclarations-là n'étaient pas très bien passées à Bishkek, donc cette nouvelle évolution pourrait encore un tout petit peu davantage tendre les relations bilatérales qui sont déjà un petit peu tendues à la frontière, parce qu'il y a toujours ces problèmes d'embouteillage aux douanes kazakhstanaises, notamment le poste frontière de Korday. Et c'est tellement sérieux, franchement, que ça a même été discuté par les présidents Japarov et Tokayev fin mai. Les pays annoncent vouloir réguler leur transit frontalier, mais enfin, ils continuent de s'invectiver. Le Kirghizistan accuse le Kazakhstan de ne pas respecter le marché commun de l'Union économique eurasiatique. Le Kazakhstan fait reproche aux citoyens kirghistanais de ne pas s'acquitter de leurs obligations de déclaration à la frontière. Donc, voilà, il y a des petites tensions quand même entre le Kazakhstan et le Kirghizistan. Kazakhstan-Ouzbékistan, alors là aussi, il y a une histoire de fait divers. Le ministère kazakhstanais des Affaires étrangères a envoyé une note à l'Ouzbékistan pour obtenir des précisions sur l'usage par les forces de police de Samarcande de taser contre des touristes kazakhstanais, donc à suivre. Mais à part ça, la relation est relativement bonne. Le Kazakhstan a notamment proposé
d'accompagner l'Ouzbékistan dans sa demande d'adhésion à l'OMC. Avec le Tadjikistan, alors, vous savez que le Kazakhstan a annoncé une restriction assez drastique de ses exportations agroalimentaires, ce qui va impacter très fortement, à mon avis, certains pays d'Asie centrale, notamment le Tadjikistan, qui importe, je crois, de la farine de blé et de l'huile de tournesol du Kazakhstan. Et en fait, en 2021, le Tadjikistan alimentait les régions agricoles du Kazakhstan en eau contre des importations en essence à prix réduit. Et je me demande en fait si la monnaie d'échange pour 2022, ça pourrait plutôt pas être une reprise des exportations agricoles kazakhstanaises vers le Tadjikistan. Réflexion que je livre comme ça. Enfin, s'agissant de la relation entre le Kazakhstan et le Turkménistan, elle est bonne depuis un moment, elle se développe économiquement avec paradoxalement un intérêt manifesté par le Kazakhstan pour la construction d'un terminal céréalier, alors même que le Kazakhstan ne veut plus exporter de céréales. Bon, c'est la magie de l'Asie centrale, on va dire. Il y a un autre sujet qui, moi, a attiré mon attention, c'est la volonté du Kazakhstan de rapatrier 500 ressortissants qui sont au Turkménistan. Ça avait été annoncé pour début juin, repoussé à fin juin. Je n'ai pas vu de développement nouveau s'agissant de cette question. En tout cas, ce qui est certain, c'est que le Kazakhstan continue de mener son programme de rapatriement de ces oralement rebaptisés depuis 2019 les Kandas. Voilà, je vous remercie de votre attention. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Lévi-Stone, du coup, pour votre intervention. Alors, tout d'abord, avant de rebondir sur vos propos, je tenais à remercier du coup nos 4 intervenants, donc Madame Poujol, Madame Baïzakova, Monsieur Lévi-Stone et Madame Mohaillon ici présentes. Monsieur Lévi-Stone, rapidement, enfin, c'est une question pour qui souhaite répondre. Je souhaitais vous demander, du coup, vous avez parlé tout à l'heure, Monsieur Lévi-Stone, que vous avez dit que vous aviez peur pour les finances du Kazakhstan, parce que du coup, le Kazakhstan peut difficilement faire une croix sur son partenariat avec la Russie au niveau économique, tout du moins. Mais est-ce que la Russie peut-elle faire une croix sur le Kazakhstan, puisqu'ils ont beaucoup de partenariats au niveau du spatial, notamment au niveau du nucléaire. Donc, est-ce que vous pensez que les relations pourraient être stoppées aussi simplement que ça? Vous savez, la Russie, ils ont un cosmodrome dans la région de l'Amour qui s'appelle Vostochny. Ils n'ont pas que Baïkonour. Donc, si vous voulez, là, on est dans une logique très court-termiste. On est dans un contexte très particulier où on a affaire à une guerre qui bouleverse l'équilibre mondial, d'un point de vue militaire, d'un point de vue économique. Moi, je regarde les choses vraiment à très court terme. À très court terme, ce que je vois, c'est que la Russie, si elle va envoyer des satellites ou des fusées dans l'espace, elle peut le faire. Elle n'a pas besoin forcément du Kazakhstan pour le faire, même plus besoin de la Guyane française pour le faire. En revanche, le Kazakhstan, lui, s'il ne peut pas vendre son pétrole, qu'est-ce qu'il fait? C'est ça la question, vous comprenez? Je crois que le pétrole, l'exportation d'hydrocarbures pèse plus d'un tiers ou 40% du PIB du Kazakhstan. C'est considérable. Donc, c'est aussi pour ça qu'ils développent d'autres leviers de croissance. L'hydrogène, c'est un exemple, mais bon, il y en a d'autres. Je pense que dans l'IT, ils essaient aussi. On a beaucoup parlé pendant cette crise des crypto-monnaies avec la Chine. Bon, voilà, mais là, quand même, le problème de fond, c'est la diversification du tissu productif et la diversification des rentrées d'argent kazakhstanaises. Je crois que l'année dernière, ils ont exporté pour 67 millions de tonnes de pétrole et c'était 54 millions via le CPC. Vous comprenez, ils sont vraiment pris en otage par la Russie à ce niveau-là. Donc, je pense que là, on ne peut pas vraiment faire ce type de comparaison. Mais même si je suis d'accord avec vous qu'il y a des intérêts stratégiques majeurs de la Russie au Kazakhstan, ce n'est pas le seul. Ils ont des sites de lancement de missiles balistiques dans l'ouest du Kazakhstan ou autour du lac Balkach. Mais très sincèrement, pour ce qui concerne l'envoi dans l'atmosphère de satellites, ils peuvent à court terme se passer du Kazakhstan, je pense. Très bien, merci beaucoup. Je vais passer la parole à Clélia Froutet afin qu'elle puisse donner la parole aux autres personnes qui ont posé des questions. Voilà. Donc, bonsoir à tous et merci pour vos interventions. Alors, je vais donner la parole
Monsieur Chabal, qui posait deux questions. Je vous laisse les adresser aux intervenants et aux intervenants de répondre. Merci beaucoup à tout le monde, mais pour gagner du temps, les questions sont écrites, donc je pense que les orateurs en ont pris connaissance. C'est peut-être pas la peine que je les lise pour ne pas prendre du temps. Si vous permettez, je peux répondre à la question de M. Chabal. Première question, c'est l'Asie centrale, c'est combien de pays? Pour nous, c'est clairement que c'est les 5 pays, parce que la plupart des acteurs, bien sûr, voulaient voir l'Asie centrale grande, avec l'Afghanistan ou peut-être avec l'Iran, le Pakistan. Mais si nous regardons sur notre histoire, culture, civilisation, on peut dire que le pays de l'Asie centrale, malgré la différence entre ces pays, reste une quelque sorte de la région. Chez nous, on commence le processus de régionalisation, et pas encore, on ne peut pas dire de l'intégration ou quelque chose de l'union, quelque chose comme ça, mais c'est la coopération étroite entre les 5 pays de l'Asie centrale. Et tous les autres pays, Afghanistan, Pakistan, Iran, Turquie, c'est notre voisin régional, c'est les acteurs régionaux pour nous. La deuxième question concerne l'intervention de l'OCDE en janvier. Bien sûr, c'est une première fois que tout le monde a vu que l'OCDE fait ses fonctions de, on peut dire, de pacification. Pourquoi? Par exemple, on vous demande en Ouzbékistan ou au Kyrgyzstan, on n'utilise pas ces forces. Parce que dans cette fois, le Kazakhstan a demandé l'aide du OCDE en vertu de la charte. Et les autres pays ne font pas ça. Et la Russie et les autres pays de l'OCDE envoyaient chez nous les forces de maintien de la paix. Et ce n'est pas qu'il a sauvé le Kazakhstan, mais il a fait une grande aide parce qu'il gardait les bâtiments importants pendant cet événement. Et on peut dire qu'il fait la fonction de garder pendant cet événement. Et encore, je veux, si vous me permettez, dire merci à Isabelle pour leur excuse à l'histoire du Kazakhstan et seulement je peux un peu compléter. Quand on nous dit des événements de 1986 au Kazakhstan, ici non pas seulement la concurrence des fonctionnaires, mais il faut aussi comprendre que c'était une manifestation de la jeunesse contre la politique de la Moscou, contre la politique de Kremlin, la politique d'humiliation. C'est une manifestation pour la renaissance de la culture kazakh, pour la renaissance de la langue kazakh, qui se trouve au bord de l'extinction. La nomination de Kolbin, c'était le prétexte pour la manifestation de jeunesse kazakh. Mais en principe, merci beaucoup que vous faites une analyse très profonde de ces événements. Je peux ajouter quelque chose? Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon. Oui, bien sûr, vous pouvez y aller. Je voudrais juste, pour répondre à la deuxième question de Pierre Chabal sur pourquoi l'OTSC
s'est manifesté cette fois, effectivement, comme a dit Madame Vaïsakova, parce qu'on l'a appelé déjà. Et deuxièmement, il faut replacer cette réaction rapide, ce feu vert donné rapidement par Poutine dans le contexte qu'on était au début janvier et que lui, il était en train de calculer son 24 février. Donc il ne pouvait pas sans doute se payer le luxe d'une déstabilisation majeure du Kazakhstan pendant qu'il préparait son intervention en Ukraine. Donc je pense que c'est aussi une des clés, une des réponses possibles à cette question de l'innovation. Je ne suis pas sûre que ça se répète. Et par ailleurs, je viens de voir quelque part dans une intervention d'un spécialiste qu'il parlait de la position kazakh par rapport à l'OTSC comme étant toxique et qu'il voulait peut-être en sortir. Donc je ne sais pas si ça va aller sur ce chemin-là, mais en fait, je crois qu'il y a pas mal de reconsidérations qui se passent en ce moment, comme l'a montré Michael à l'instant. Merci. Je pourrais dire un petit mot, moi aussi, sur cette deuxième question. Je voudrais quand même dire une chose, c'est que ne faut pas oublier que l'OTSC a déjà été sollicité. Le Kirghizistan, en 2010, par la voix de Rosa Otunbayeva, présidente de la République à l'époque, avait demandé à l'OTSC d'intervenir pour ramener le calme autour d'Och, qui était en proie à de très violentes émeutes interethniques entre Kirghizes et Ouzbeks, et que l'OTSC, à l'époque, avait refusé d'y aller, expliquant que l'OTSC n'avait pas vocation à s'immiscer dans des questions d'ordre intérieur de ses États membres. Voilà, je le glisse en passant sans vouloir faire polémique par rapport aux causes qui ont poussé Kassim-Jomart Tokayev à recourir à l'OTSC en janvier. Mais ça, d'où les 20 000. Oui, bien sûr. D'où les 20 000 terroristes. Mais bien sûr, c'était pour rentrer dont un pianiste kirghize de jazz. Voilà. Oui, c'est ça. C'était pour rentrer effectivement dans les clous de l'article 4 du traité de Tachkent. Mais cette fois-ci, l'OTSC y a été. Ouais, je suis d'accord avec ce que vous disiez, Catherine, sur le fait qu'il y avait une urgence stratégique à calmer le foyer de tension kazakhstanais en vue de l'offensive en Ukraine. Mais n'oublions pas que l'OTSC a déjà été sollicité, que l'OTSC n'a jamais voulu bouger. Jamais. Là, il a bougé. Ouais, effectivement. Très éclairant, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais te poser une petite question à Morgane. Voilà. Morgane, est-ce qu'on a le temps éventuellement pour quelques autres questions ou c'est l'heure? Ça dépend de nos intervenants s'ils ont encore un peu de temps. Moi, je voulais revenir pour rebondir. Je me disais que est-ce que c'est une hypothèse que l'OTSC avait besoin de montrer qu'elle était en mesure d'intervenir puisqu'elle avait refusé d'apporter son soutien à l'Arménie assez récemment dans le cadre de la guerre du Karabakh. Et donc peut-être c'était une façon, bien qu'elle soit occupée et qu'elle était déjà en train de préparer son intervention en Ukraine, elle avait besoin quand même de montrer qu'elle était là en soutien et que si ça rentrait dans certains clous juridiques, elle pouvait quand même être là et intervenir. Voilà, peut-être. C'est une hypothèse, je ne sais pas qui… Oui, c'est possible. Ouais. Il n'y a pas une seule réponse, il y a vraiment un faisceau de réponses à chaque question qu'on pose. Je pense que c'est effectivement un point intéressant. Oui, c'est pas du tout impossible. Effectivement, il y a peut-être eu une volonté de renvoyer une image de solidarité, de réactivité, de bloc, en fait, véritablement de bloc, de montrer que la Russie n'était pas isolée et qu'elle avait une alliance militaire solide autour d'elle. Mais enfin, bon, cette opération, une fois encore, elle a été russe, quoi. Si la Russie n'avait pas voulu que l'OTSC intervienne, elle ne serait pas intervenue, alors même qu'elle était sous présidence arménienne. Et s'agissant du refus de l'OTSC d'aller intervenir dans le Haut-Karabakh en 2020, vous avez raison, c'était aussi, je pense, moi, que la relation entre la Russie et l'Arménie à l'époque n'était pas très bonne. Pachinian avait critiqué les armements russes, avait dit des choses sur les Russes qui étaient très désagréables aux oreilles de Vladimir Poutine. Il avait notamment, je crois, fait emprisonner l'ancien président arménien qui était proche
de Vladimir Poutine. Donc, je crois que Poutine a un petit peu laissé aussi notre ami Pachinian se fourvoyer. Et la justification qui a été avancée par l'OTSC pour ne pas intervenir dans le Haut-Karabakh, c'était d'expliquer que le Haut-Karabakh n'avait été reconnu par personne et donc, du coup, il faisait partie du territoire azerbaïdjanais. Et qu'à ce titre, l'Arménie ne pouvait pas se prévaloir d'une agression extérieure sur un territoire qui n'était pas rattaché à son propre territoire. Et je vais aussi expliquer que il y a une différence. Vous savez qu'à l'OTAN, il y a un article, 5e article, que s'il y a une menace à l'un des membres de cette réunion, automatiquement, tous les autres peuvent utiliser cet article et donner l'aide dans le cadre de sécurité collective. Et en cadre de l'OSCE, aussi, il y a un article 4e, mais ici, il n'y a pas obligation automatiquement donner l'aide. Seulement si un des pays membres demande l'aide à l'OSCE. Et en cas de Kazakhstan, vous savez tout le monde que le président Tokayev fait ça officiellement, cette demande. Et en l'autre cas, d'Ouzbékistan, Kyrgyzstan, de l'Arménie, nous ne pouvons pas voir cette demande officielle. Je voudrais rebondir, Kuralai, merci beaucoup pour votre commentaire sur 1986, Gel Toxal. Vous avez tout à fait raison que c'était aussi évidemment un mouvement de jeunesse extrêmement puissant en réponse à donc ce parachutage vécu comme une humiliation à la fois au regard de la perestroïka, de l'annonce de liberté nouvelle. Mais je pense qu'en fait, quand même, c'est des récits qui dominent aujourd'hui, c'est-à-dire à la fois la mobilisation de la jeunesse et la première grande étape dans l'histoire de la souveraineté et de l'indépendance du Kazakhstan. C'est le récit qui domine aujourd'hui au Kazakhstan dans l'histoire et dans l'historiographie. Mais je pense que ce n'est pas un hasard si on insiste sur la dimension pro-souveraineté et qu'on gomme un peu la question de la lutte politique. Parce que c'est aussi cette lutte politique qui déclenche le parachutage de Kolbin. Une lutte politique entre Kounaïev et Gorbatchev, une lutte politique à l'intérieur du Parti communiste du Kazakhstan. Et donc, je pense qu'on doit avoir les deux lectures parce qu'en fait, elles se croisent de toute façon et qu'elles expliquent aussi pourquoi finalement Kolbin finalement est très affaibli. Il ne fait rien de son poste au Kazakhstan pendant 2-3 ans et il laisse Nazarbayev petit à petit prendre de l'autorité et finalement gagner le pouvoir. Donc, je pense qu'on doit avoir en tête ces deux dimensions et on doit aussi se poser la question de pourquoi on privilégie la lecture nationale et de lutte pour la souveraineté qui est juste, mais qui est néanmoins privilégiée et qui gomme un peu l'aspect politique. Oui, bien sûr, Isabelle. Et dans le cadre de l'URSS, les événements en Dalmatie, c'était une première manifestation pour la souveraineté. Après cela, on peut voir un peu plus tard à Vilnius, à d'autres pays, à notre ville. Mais c'est un événement très sanglant et reste une page vraiment tragique dans l'histoire du Kazakhstan. Peut-être on peut dire que maintenant, on a paru une nouvelle jeunesse qui ne sait pas cette panne sanglage qui peut déjà faire les manifestations. Auparavant, on peut dire que le citoyen peut faire quelque chose après les événements de 86, parce que c'était un événement très sanglant. Oui, non, tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec vous. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous les intervenants. Je ne sais pas si quelqu'un souhaite poser une dernière question éventuellement. Morgane ?
Morgane. Alors, oui, peut-être une question sur, peut-être une question sur l'état des relations entre les. Je ne sais pas si on peut parler de clan, Tokayev, Nazarbayev, s'il s'agit de clan ou si une oligarchie chasse l'autre ou si quoi que ce soit. Est-ce que, parce qu'il n'y a pas longtemps, le président avait demandé à son gouvernement d'élaborer un plan pour restituer au pays des avoirs importants exportés illégalement à l'étranger. Est-ce que c'est quelque chose qui se fait en ce moment? Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que voilà, quel est un peu l'état des relations entre ces deux personnalités éminentes au Kazakhstan en ce moment depuis janvier? Comment ça a évolué? Je vais répondre. Je me souviens quand on nommait le président Tokayev, mon petit-fils se demande, est-ce qu'il est les amis Nazarbayev et Tokayev? J'ai dit oui. J'ai dit, eh, c'est bon. On peut dire que c'est deux personnes, depuis de longtemps, travaillent dans Kazakhstan indépendant. Et Tokayev, on toujours dit qu'il ne faut pas oublier tous les efforts du président Nazarbayev qui a fait pour le Kazakhstan indépendant. Mais au commencement de certains moments, il faut renouveler la politique, avant tout les réformes politiques. Et je pense que Nazarbayev vraiment comprend les raisonnables quand il propose les candidatures de Tokayev à la poste de président. On peut dire que c'est un transit souple de présidence. Et maintenant, quand Tokayev propose telle ou telle réforme politique, la dernière intervention de Nazarbayev, il a dit que je supporte tous les changements, je supporte les référendums et tous les articles qui ont changé dans la Constitution. Je pense que c'est une position raisonnable de M. Nazarbayev. Mais on reste inconnu, c'est on peut dire que l'héritage économique de M. Nazarbayev. Lui-même et toute sa famille quittent les postes. Beaucoup de compagnies économiques, énergétiques, etc. Mais je pense que Nazarbayev soutient la position de Tokayev pour rester son héritage économique. Je crois que c'est tout à fait ça qui se passe, une grande négociation avec, peut-être beaucoup de choses qu'on ne sait pas, mais probablement le président Tokayev, qui est diplomate d'origine et qui comprend que ça ne peut plus continuer comme ça, il faut restituer au pays une partie, au moins une partie de sa richesse, qu'elle soit redistribuée, qu'il y ait une redistribution, sinon il n'y aura pas de paix sociale. Et du coup, il doit y avoir énormément de négociations entre les uns et les autres. Il a créé un fonds d'entraide au peuple. Il a obligé les oligarques à verser de l'argent dans ce fonds. Alors, on peut dire que c'est tout à fait du populisme, mais en même temps, c'est assez efficace pour récupérer de l'argent. Et si ça est redistribué à ceux qui en ont très nettement besoin, ça peut avoir un effet assez évident, immédiat. La question est de savoir si cet oligopole qui existe depuis 30 ans, au sommet de laquelle se trouvaient Nazarbayev et sa famille, peut céder du terrain, accepter qu'il y ait d'autres gens qui arrivent et qui partagent ce gâteau avec la population. Bon, c'est très compliqué.
Oui, c'est très compliqué. Je cherchais le mot. Ça serait merveilleux si ça se produisait. C'est tellement compliqué que le mot ne vient même pas. Mais probablement que c'est la seule chose objective à faire. Donc des négociations que l'on ne connaît pas, que l'on finira par voir. Donc tous ceux qui possèdent des richesses au Kazakhstan, donc toutes les ressources du sous-sol, bon ben voilà, ils ont compris qu'il fallait qu'il y ait une sorte de moralisation de cette vie économique. Voilà, c'est pas le seul pays du monde qui a cette problématique, mais là, elle est très forte. Donc on est en pleine phase de négociation et c'est clair qu'il faut admettre modestement qu'on ne sait pas grand-chose de ce qui se passe. Oui, moi je peux rajouter un petit mot. Je suis d'accord avec vous, Catherine, quand vous dites qu'on ne sait pas tout ce qui se passe, mais il y a des choses qu'on sait. Ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, dans Sultan Nazarbayev, El-Bassi n'apparaît plus dans la Constitution, n'est plus le père fondateur de l'État indépendant du Kazakhstan. En fait, ce qu'on sait aujourd'hui, et depuis la présidence assurée par Tokayev le 5 janvier du Conseil national du Conseil de sécurité, c'est que Sultan Nazarbayev n'a plus aucun pouvoir au Kazakhstan aujourd'hui. Il n'a plus de pouvoir. Le patron, c'est Tokayev maintenant. Donc, négociation, moi j'entends, parce que effectivement, on ne peut pas dénazarbayeviser tout l'État profond comme ça d'un coup d'un seul. Je suis tout à fait d'accord avec le sens de votre intervention tout à l'heure, c'est tout à fait juste. Mais Tokayev est soutenu par la population sur cette volonté-là si vous voulez, de retirer un petit peu cette oligarchie, cette kleptocratie qui a été mise en place à l'époque de Nazarbayev. Et Nazarbayev a quand même été voir Vladimir Poutine quelques jours après cette révision constitutionnelle. Là aussi, on ne sait pas ce qui s'est dit, mais on a quand même le sentiment qu'il a été demandé des gages, des garanties pour sa sécurité personnelle. Donc, moi, ce que j'ai envie de retenir en fait de la crise de janvier, au-delà de tout ce qui a été dit, c'est quand même que le pouvoir, c'est un exercice solitaire, hein, c'est pas quelque chose qui se partage. Et je crois que la grande erreur politique de Nazarbayev, c'est de croire qu'il aurait pu transmettre une partie du pouvoir et continuer à tirer les ficelles. Aujourd'hui, il n'a plus du tout de pouvoir. C'est ça la vérité. Savoir l'état de son compte en banque. C'est ça la question, c'est qui a la main sur ses avoirs. Et il faut savoir aussi que à l'extrême fin du mois de décembre, quand il était chez Poutine avec Tokayev, juste avant qu'il tombe malade, et c'est peut-être ça qui l'a rendu malade, c'est que Poutine lui a dit il se passe quelque chose de très trouble et qui ne me convient pas à la frontière sino-kazakh en termes de droits de douane qui sont détournés. Il faut mettre de l'ordre, cher Nour-Sultan. Il faut mettre de l'ordre dans cette affaire-là. Donc, c'est une question de gros sous, de très, très, très gros sous. Et Tokayev s'en est chargé en envoyant son ministre des Finances fin janvier à la frontière. Mais là, c'était pour cibler le frère de Nazarbayev qui a de gros intérêts avec les Chinois. Donc, il s'en est occupé, mais il lui a fallu du pouvoir, justement, pour le faire. Maintenant, il l'a. Non, mais donc, c'est pour ça qu'il y a des tas de choses qui sont en train de se faire. Et d'ailleurs, les proches, ceux qui avaient vraiment le pouvoir, le gendre, le neveu, le frère, etc., ils doivent trembler très, 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 très fortement pour leurs finances, mais pour autant, donc, cette richesse, elle est énorme. Entre quelques dizaines d'oligarques, et ben voilà, on sait pas encore tout à fait tout, même si on peut espérer qu'on saura un certain nombre de choses. Là, c'est un petit peu tôt pour savoir. Et il faut encore compléter que Nazarbayev et Tokayev ont bien compris qu'il faut compter avec l'opinion publique, mais parce que pendant les événements de janvier, pendant les manifestations, ce n'est pas la question socio-économique, mais encore tout le monde demande que Nazarbayev quitte sa poste. En langue kazakh, cela dit très dur. Que le vieux doit être quitté. Et c'est bien sûr, c'est pourquoi M. Tokayev et Nazarbayev lui-même comprend que s'il reste un certain pouvoir chez lui, on peut commencer encore une nouvelle manifestation contre lui. Oui, Morgan. Oui, Morgan, nous attendons. Oui, alors j'ai une autre question, mais c'était peut-être pour changer un peu de sujet. C'était peut-être sur les perspectives de développement économique pour le Kazakhstan au travers des nouvelles voies de transport qui sont susceptibles de s'ouvrir à travers le Caucase ou pas.
Les ministères des Affaires étrangères géorgiens et kazakhs ont annoncé il n'y a pas longtemps que des travaux étaient déjà en cours. Voilà, donc c'est une première question. Et la deuxième, puisque j'attire l'attention sur le Caucase, c'est quelle est la position de l'État kazakh sur le projet de corridor, entre guillemets, du Zangezur, qui est promu par la Turquie et l'Azerbaïdjan. Voilà. Avant tout, il faut se souvenir que le Kazakhstan, depuis de longtemps, dit qu'il faut diversifier le transit de notre pétrole. Il faut diversifier l'infrastructure du Kazakhstan. Et je pense que tous les projets qui donnent cette possibilité de diversification étaient soutenus par le Kazakhstan. Mais la question principale, c'est le financement de cette infrastructure. S'il y a un financement, pourquoi non? Parce que, par exemple, la participation dans l'initiative de la Chine, BRI, donne le financement pour réaliser ces projets. Et en cause de ce nouveau projet avec les Géorgiens, s'il y a le financement, le Kazakhstan, bien sûr, soutient ces projets. Pourquoi non? Chez nous, il y a un grand projet avec l'Union européenne, avec la Chine aussi, dans la diversification de notre potentiel transit. Très bien. Merci beaucoup. Merci à tous. Du coup, encore une fois, je pense que désormais, je ne sais pas si quelqu'un souhaiterait répondre à la question de Morgane, encore une fois, ou revenir sur un point en particulier. Si personne ne le souhaite, dans ces cas-là, je tiens à remercier tout le monde, déjà l'audience d'être venu écouter nos 4 intervenants qui ont fait qui nous ont présenté parfaitement du coup le sujet. Et donc, je tiens à les remercier grandement. Et merci à tous d'avoir participé à ce premier webinaire de Rasiapis qui était très, très intéressant. Voilà, merci à tous. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Rendez-vous au deuxième webinaire. À tout le monde. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde. Bonne nuit, Coralie. Oui, bonne nuit, parce qu'il est très tard là au Kazakhstan. Au bientôt, Catherine, nous vous attendons. Oh, j'arrive. Allez, à bientôt. tout le monde. Michael, Isabelle, je suis contente de faire connaissance avec vous. Eh bien, moi aussi, j'espère qu'on se reverra. En vrai, peut-être. Bonjour. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci Morgane pour l'organisation de tout ça. Fallait se coucher. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie. À la prochaine. À la prochaine. Au revoir. Au revoir à tout le monde.